bonjour. Bonjour, docteur. Vous êtes spécialiste de santé publique en microbiologie. Et donc, vous avez été dans le secteur public pendant des années. Voilà. Et là, actuellement, vous êtes installé, donc vous avez votre propre laboratoire d'analyse. Très bien. Alors, Madame Boutaba, merci beaucoup d'avoir reçu l'équipe LIAC Events au sein de votre laboratoire. Merci à vous. Pour rappel, donc LIAC Events, c'est une agence de communication médicale qui œuvre pour rapprocher les médecins hospitaliers universitaires, les médecins de santé publique et aussi les médecins privés installés. Et là, on va inclure le laboratoire d'analyse. Exactement, parce que c'est très important de rapprocher le clinicien avec le biologiste. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une symbiose, un pan solide, voilà, parce qu'on marche ensemble, on est complémentaires. Tout à fait, tout à fait. Alors, Madame Boutaba, aujourd'hui, donc, le diabète touche quand même, je peux dire que c'est un fléau. Il touche plus de 5 millions de personnes en Algérie. Oui. Et ce chiffre malheureusement augmente d'année en année. Considérablement. Oui, on le voit quand on fait des séances de dépistage sur le terrain. Exactement. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, les chiffres sont en augmentation horrible. Oui, ça augmente. C'est-à-dire là, il y a le diabète type 1, il y a le diabète de type 2. Là, on a remarqué le diabète type 1 qui est normalement un diabète juvénile. Oui. Là, on trouve que l'âge des gens qui sont atteints par le diabète de type 2 a considérablement aussi diminué. C'est-à-dire on trouve diabète de type 2 chez de jeunes personnes. Un adulte jeune. Un adulte jeune, c'est-à-dire... et puis, c'est-à-dire, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas en faveur du malade, ça prend beaucoup de temps pour qu'on sache que cette personne a le diabète. Ça prend jusqu'à 4 ans, Il y a le déni, des fois le malade passe à côté, il se dit non, je suis jeune, je ne peux pas être là, je ne peux pas avoir le diabète. Et puis au bout de 4 ans, des fois au stade de complications, et il se retrouve diabétique. Voilà. Et en général, c'est de découverte fortuite. Généralement, c'est de découverte fortuite, même si ça a un petit peu changé. Hein, pour le diabète type 2, parce que le 1... Voilà, le 1 an. Par rapport au type 2, donc un monsieur et madame tout le monde, la mentalité, elle a changé. C'est-à-dire, ils font des check-up, ils viennent, ils se disent, voilà, j'ai envie de faire un check-up juste comme ça pour voir. Et puis, on trouve des glycémies élevées, des hémoglobines glyquées augmentées. Voilà, et le malade est étonné, il se dit je suis diabétique. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a augmenté. Et quel est donc le type de diabète le plus répandu que vous recevez carrément? C'est le type 2. Vous savez, les chiffres, c'est international quelque part. C'est pratiquement les chiffres. C'est suite à tous ces... L'hygiène de vie, alimentaire, l'hygiène de vie. On mange n'importe quoi, n'importe quelle heure. Et puis il y a le sucre est partout, il est caché partout, dans le café, il est caché absolument partout, le sucre. Voilà, des mines de sucre un peu partout. Exactement. Au niveau des sodas, des l'alimentation. Soda, l'alimentation. Ce qui fait peur, c'est le sucre caché, c'est-à-dire ils ne le mentionnent pas dans la composition, ils vous disent, ou là ils l'écrivent en tout petit. Pour ne pas justement qu'on le lise. Pour ne pas. C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est commercial. C'est commercial, c'est le marketing. C'est du marketing. C'est ça. Et puis nous, il faut le dire aussi, Madame Boutaba, on n'a pas cette culture de lire un petit peu les étiquettes quand on fait nos emplettes. Il faut le dire. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas ce réflexe. La quantité de fructose, de sorbitol et j'en passe sont cachés. Oui. Là, on est du domaine, c'est-à-dire on sait un petit peu ce que c'est, mais monsieur, madame, tout le monde, il ne sait pas. Pour le sucre, c'est le sucre. Exact. Donc, quand il voit fructose, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas que c'est un sucre. Voilà, qui est caché. D'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Exactement. Une éducation à grande échelle. C'est-à-dire, il faut commencer dès le jeune âge, c'est-à-dire l'enfant qui compte l'école, dans sa classe. Normalement, il faut qu'il y ait quand même une petite visite annuelle, disons, de la part de il y a la santé scolaire qui s'occupe de ça.
Vous voulez dire les nutritionnistes, etc. Voilà, exactement. Oui, Enfin, même si c'est c'est des l'heure de la équipes, santé. c'est des équipes pluridisciplinaires normalement. La nutritionniste, la psychologue, le médecin de santé scolaire. Oui, il faut etc. expliquer c'est quoi le sucre, il Ouais. faut expliquer c'est quoi le diabète, il faut faire des séances d'éducation il faut faire sanitaire. exactement. Qui est très Très important. importante, très importante. Oui. Donc, revenons toujours aux chiffres et aux statistiques, quelle est l'incidence et la prévalence donc, du diabète chez vous, au niveau de votre laboratoire pour l'année 2020? Est-ce que vous avez des petites statistiques à nous communiquer, juste pour avoir une petite idée? Juste pour avoir une petite idée, mais bon, franchement, c'est-à-dire qu'on a toujours le diabète de type 2 qui Il est quand qui même prend le dessus. oui. Qui est le plus important. Oui. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de cas aussi de diabète de type 1, juvénile, Oui. qui est normalement, c'est censé être une maladie juvénile d'origine Oui. immunitaire, mais non, mais et puis bon, c'est-à-dire à 70% d'origine immunitaire, mais il y a toujours des facteurs déclenchants qui n'ont rien à voir avec l'immunité. Et puis il fait un diabète juvénile, 2 ans, 3 ans, des petits-enfants qui sont diabétiques. Et puis il y a le déni des parents qui n'acceptent pas que leur enfant soit diabétique. L'enfant qui n'accepte pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué à gérer, c'est vrai. Moi je me retrouve à leur expliquer, je vais vous expliquer, je leur fais des dessins. Vous faites finalement office aussi de psychologue. Oui. Alors que normalement pour ce genre de, surtout sur le diabète type 1, un psychologue doit accompagner et l'enfant et les parents. Ça doit faire partie des consultations, disons, semestrielles, d'un chaque diabétique, qu'il soit enfant ou adulte. Qu'il soit enfant ou adulte. Parce que dès qu'il voit, ah oui, mon hémoglobine glycée a chuté, c'est bon, je me sens bien, et puis il arrête. Gazose, il n'y a pas assez de sensibilisation. Non, c'est ça. Et pour le diabète gestationnel, Dr Boutaba, est-ce que aussi. Vous recevez aussi beaucoup de... Oui, énormément. Bon, des fois, ils leur donnent, c'est-à-dire les gynécologues donnent la GPO pour poser le diagnostic du diabète gestationnel. Disant à 70%, les femmes ne supportent pas et elles vomissent, c'est-à-dire elles finissent pas, même pas, on n'arrive pas à leur prélever à la première heure. Et toujours, je me retrouve à appeler. Vous ne pouvez pas confirmer le. Enfin, c'est la fructosamine. Normalement, chez la femme enceinte, la fructosamine, à la limite hémoglobine glycée, mais bon, des fois, il y a, c'est-à-dire les cliniciens, ils sont carrés, à GPO, ils ne cherchent pas autre chose. Après l'accouchement, est-ce qu'elles reviennent quand même pour un suivi? Non. C'est ça. Pas du tout. Puisque généralement, le diabète gestationnel, une femme enceinte qui fait un diabète gestationnel, elle est sujet vraiment à devenir diabétique tôt ou tard. C'est ça. Tôt ou tard, elle sera diabétique. Exactement. Moi, c'est ce que je leur dis. Mais c'est dans les 5-10 ans. Ah oui, moi, généralement, la ménopause, moi, je leur dis, madame, vous allez finir diabétique. Je lui dis, vous allez finir diabétique. Faites attention. Il faut commencer donc à suivre les règles d'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, faire du sport. Moi, je leur dis dès le début, il faut faire attention. Mais généralement, dès qu'elle voit que la glycémie, sa glycémie a chuté et tout va bien. Après l'accouchement, ils disent ça y est, je suis guérie, on n'en parle plus. C'est ça. Il y a quand même le refus d'être malade. Oui. Voilà. Et même leurs enfants, Dr Boutaba. Oui. Et elles ne savent pas, les mamans ne savent pas que l'enfant, surtout au niveau à partir de l'adolescence, il faudrait le suivre. Elles oublient qu'elles ont été quelque part diabétiques pendant la grossesse. Exactement. Moi, ce que je leur conseille d'ailleurs, d'aller voir un médecin du sport. Ils me disent, oh, médecin du sport, mais je ne suis pas sportive. Je leur dis non. Un médecin du sport, c'est un médecin de monsieur et madame tout le monde. Il faut aller le voir parce que le médecin du sport, il va vous dire quoi faire, quel sport je peux faire. C'est-à-dire adapter le type de sport à ma maladie. C'est-à-dire il faut voir le nutritionniste, il faut voir le médecin du sport. Personnaliser. Il faut un programme personnalisé justement. C'est-à-dire c'est très très important. Nous, c'est-à-dire on connaît 2-3 spécialités et puis, mais au contraire, il faut aller voir tout le monde. Il faut faire la tournée de
plusieurs médecins dans plusieurs spécialités. Il faut travailler tous ensemble. Et vous travaillez ensemble vous-même avec des médecins du sport, par exemple? Oui, médecins du sport, des médecins nutritionnistes, on travaille énormément. Donc c'est une équipe qui collabore, c'est une bonne chose. Exactement. L'hôpital CNMS, ils nous envoient leurs sportifs, puis je suis en contact avec des médecins du sport. Donc on communique entre nous ce qu'on trouve. Des médecins nutritionnistes, que ce soit dans le privé ou le public, on travaille tous ensemble. Il y a quand même une amélioration, une meilleure prise en charge. Il y a une meilleure prise en charge. En fait, les professionnels de la santé, pour certains, ont compris qu'il faut une équipe multidisciplinaire pour une prise en charge. Pour une bonne prise en charge, voilà. Et puis chacun a sa propre sauce. C'est-à-dire, c'est des écoles. C'est des protocoles, c'est des points de vue. Chacun comment il... Chacun se base aussi sur sa propre expérience. Voilà, d'où l'intérêt de communiquer. Communiquer tous ensemble. C'est pour ça que je le fais, moi. Ça, justement, c'est pour ça que j'ai adhéré à votre projet, justement. Oui. Comment vous faites pour expliquer à vos patients la différence qui existe entre une simple prise de glycémie capillaire, une glycémie veineuse et une hémoglobine glyquée? Très souvent, ils sont alarmés quand ils voient les chiffres, ils ne savent pas ce que c'est une hémoglobine glyquée. Donc, comment vous faites pour leur expliquer sur le terrain? Des fois, j'ai des fiches toutes prêtes, c'est-à-dire que j'ai préparé moi-même. Et je leur donne, c'est-à-dire quand c'est un nouveau diabétique, ils ne savaient pas qu'il était diabétique, et paf, hémoglobine glyquée élevée, je leur dis, essayez de suivre chez un spécialiste qui saura vous guider, et puis pour voir par rapport à la thérapeutique, et je leur fais comme ça des petites fiches pour expliquer c'est quoi le diabète. En général, ils viennent, de toute façon, c'est des gens qui sont multiparés. Quand ils viennent au stade de diabète, c'est peut-être qu'ils ont déjà la HTA, oui, mais non, on a quand même, c'est-à-dire il y a quand même un petit éveil, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même, les gens sont devenus un petit peu plus éveillés, ils viennent, ils font leur bilan, c'est-à dire ils tapent sur Google. Parce que déjà pour eux, le diabète ça fait peur, et puis tout le monde est diabétique. Oui. Généralement, le côté héréditaire, c'est-à-dire le timbre héréditaire, donc il se dit, ma mère, elle a eu le diabète à tel âge, donc je risque, il y a une prise de conscience, il suffit de taper, ils ont déjà des signes, déjà ça commence par des signes, par exemple pour la curie, déjà ils s'inquiètent, pourquoi je bois beaucoup, pourquoi je bois beaucoup, et puis non, ce n'est pas normal. Donc, la mentalité algérienne, j'urine beaucoup, je bois beaucoup d'eau, je suis diabétique. C'est ça. Donc ils viennent. Et puis il y a aussi سكر بتاع 3 شهور يقول لك جيت ندير سكر تاع 3 شهور. Donc moi j'adore quand il vient يقول لك جيت ندير سكر تاع 3 شهور. نقول celui-là. Moi c'est une personne qui est un tout petit peu au courant. Et puis on leur fait l'hémoglobine glyquée. Sinon on leur conseille, quand ils viennent, on leur dit faites l'hémoglobine glyquée. Je leur explique, c'est un petit mouchard qui se cache dans le globule rouge et voilà, et on va le détecter, on leur explique c'est sous forme de schéma. Si vous avez été sérieux pendant 3 mois ou pas? Ah oui. D'ailleurs, ce que je leur dis des fois, je leur dis, si vous arrivez à diminuer votre hémoglobine glyquée, vu que je suis dans le privé, je leur dis, si je trouve que la valeur a diminué, je vous la fais gratuitement. Ah, c'est bien ça. Je les pousse. Bravo. Et ça marche. Wallah, ça marche. Je leur dis, c'est une façon de les encourager. Oui. Une fois, il y a une dame qui était affolée, elle m'a dit, non, vous m'avez fait peur. Je lui ai dit, j'ai eu peur, parce que c'est une dame d'un certain âge et qui mangeait, qui ne faisait pas attention, son hémoglobine glyquée était vraiment élevée. Alors je l'ai appelée, je lui ai dit, madame, faites attention, vous pouvez avoir ça. Je lui ai dit, madame, vous savez, il y a des personnes qui disent qu'elle a c'est classique. Voilà, mort subite. La retraite, c'est dans ta vie. Alors, mort subite, mais au fond, généralement, c'était des diabétiques qui n'étaient pas diagnostiqués, ils ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques. Généralement, je lui dis, voilà, si vous voulez vivre avec vos enfants et voir vos enfants grandir, ou méchier sur le lit, il faut faire attention.
Et puis la sédentarité Oui, la a fait des ravages. Et Oui. جاب لا retraite ولا ça fait عامين جاب لا retraite قاعد في الدار قاعد في الدار. Il sait pas qu'هذيك قاعد في الدار c'est ça vraiment c'est une bombe. C'est une bombe. C'est bon, la sédentarité, la malbouffe, etc. Donc on additionne tous ces facteurs. Et Ah oui, ça, ah oui, ah oui. Ben là, c'est c'est l'alimentation, l'alimentation. Ouais, Vraiment en c'est première très position. L'alimentation et puis la sédentarité. Oui. Et mais bon, moi je suis optimiste. Hein. Inch'Allah, de Les toute gens. façon, le fait qu'il y ait une prise de conscience, qu'ils viennent vous Ah voir, oui. etc., Ah oui. c'est déjà pas Oui, mal. Hein. oui, c'est vrai, déjà c'est pas vrai, mal. c'est vrai. C'est très important. Alors, docteur Boutaba, là, on va passer à un autre registre, carrément. Oui. On va parler un petit peu de la Covid-19. Bien sûr. On ne peut pas l'ignorer, c'est pas Oui. possible. Bien qu'en ce moment, les chiffres sont bas. Ça nous rassure quelque part. Oui. Pratiquement tout le monde a été Oui. touché par la Covid. C'est ça. Donc, il y a une immunité générale. naturelle en Oui. quelque sorte. Je ne peux pas me prononcer Oui. sur ça vu Oui. qu'il n'y a pas eu de chiffres. Nous, on le constate sur le terrain, c'est tout. On va attendre que nos statisticiens fassent le travail. Fassent le travail par rapport aux chiffres. Mais bon, on a des chiffres comme ça à gauche et à droite, mais bon, on attend de voir les vrais chiffres. Oui, c'est plus la bousculade dans les services d'urgence ou pour les lits de réanimation. Oui, oui, c'est ça, on le constate sur le terrain. Mais ça a été quand même, ça nous a fait vraiment beaucoup de mal et beaucoup de bien aussi. Parce que je reviens au monsieur et madame tout le monde, question hygiène, ils sont devenus plus rigoureux. Voilà, ils font plus attention. Et là, ça leur évite pas mal de maladies, comme la grippe, comme... Il y a beaucoup de maladies qui ont gastroentérite. Je me rappelle, l'hépatite A, c'était Urta A, l'hépatite A, moi, printemps, été, ça montait en flèche, on avait beaucoup de positifs. Mais là, vraiment, j'ai peut-être très très peu de cas d'hépatite A. Tant mieux, très peu de cas. Pourvu que ça dure aussi. Pourvu que ça dure. Exactement. Parce que, entre parenthèses, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas, peut-être mes confrères et mes consoeurs ont remarqué la même chose, des personnes qui se vaccinent. Juste après, c'est-à-dire ils se vaccinent, juste après ils ne font plus attention, c'est incroyable. Non. Donc le corps, le système immunitaire n'a pas encore développé les anticorps, ils n'ont pas encore eu la deuxième dose, et bien ils attrapent, ils me viennent avec des PCR positifs. Juste la semaine qui vient juste après la vaccination. Ils disent que le vaccin, c'est bon, je sors, je ne fais plus attention, ils enlèvent la bavette, ils disent moi j'ai fait le vaccin. Et bien, j'ai mis PCR Covid positive avec toute la symptomatologie. C'est vrai qu'elle est moindre, mais bon, avec toujours la symptomatologie Covid. Il faudrait, c'est ça justement les campagnes de sensibilisation, etc. C'est vraiment essayer d'expliquer justement à la population que même une fois vaccinée, il y a toujours un protocole sanitaire à respecter. C'est ça. Parce qu'ils vont diffuser aussi le virus. Exactement. Ils vont contaminer beaucoup de personnes au cours de route. Exactement. Alors, par rapport justement au dépistage, quels sont les tests que vous utilisez, vous, au niveau de votre laboratoire? Au niveau de mon laboratoire, je fais la sérologie Covid, IgG, IgM, avec 2 systèmes différents. Et je fais le test antigénique qui est le prélèvement nasal, donc on va détecter la protéine virale qui se trouve à la surface. Et la PCR, je suis conventionnée avec un laboratoire de référence, donc la PCR. Très bien, donc vous faites les trois tests. Ah oui, les 3 tests, parce que quelque part c'est un grand service qu'on est en train de rendre. Exactement, c'est justement l'épidémie. C'est clair, c'est clair. C'est ça le but. Si on s'est lancé, nous aussi, avec malgré les risques et périls, mais c'est aussi pour... Et donc dans ce cas-là, Madame Boutaba, vous, par exemple, je suspecte le Covid, je viens vous voir. Est-ce que je peux faire un test bon, après, c'est à vous à décider quel genre de test je ferai en fonction de ma clinique. Donc, est-ce que vous le faites sans prescription médicale ou il faut une ordonnance pour faire le test? Non, je le fais sans prescription. Très bien. Je le fais. Vous savez pourquoi?
pour limiter justement cette contamination. Parce Déjà. que des fois, le malade, il a peur. Il y a eu quand même une certaine phobie à un certain moment, donc ils ont peur de partir aux structures C'est sanitaires. ça. Donc, non, non, c'est juste une grippe. Ou là, généralement, des fois, ils viennent, ils me disent non, non, on va donner, je vais donner un faux nom. Je ne peux Oui. pas donner mon nom. Ils ont peur. Avec un Pourquoi? je parle toujours dans le communautaire. La lèpre. Jusqu'à présent, je La n'ai lèpre. personne qui me dit j'ai eu la Covid-19. C'est un peu tout fait là. Sur un certain moment, à l'étude, ils me disent je suspecte هذاك المرض. Je lui dis واش من مرض؟ هذاك المرض la grippe, les résidents. C'est une maladie honteuse. Vous avez مرض la Covid, il vous dit non, non, c'est la grippe. Il Oui. sait que c'est la Covid. Donc, non, non, c'est la grippe. C'est devenu une maladie de la honte, c'est devenu une protection de la lèpre. Alors d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui est en contact avec une communauté, Oui. et quand il est positif ou elle est la personne est positive, elle envoie un SMS à tout le monde. Elle est fichée. Elle est fichée. Je suis fichée. positive, faites attention, allez vous faire dépister. Oui, 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 on est fiché, on est fiché. Non, mais je vous assure, hein, c'est devenu là une maladie, c'est-à-dire grave. Où, là, ils ont peur de déclarer qu'ils ont la Covid, hein, mais Docteur Moutaba, est-ce qu'un test antigénique donc, peut détecter un variant? les tests antigéniques qui sont maintenant commercialisés en Algérie, Oui. je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas. Et pourtant, il cible la protéine M. Oui, mais il y a une protéine, c'est-à-dire qu'avec le nouveau variant, Disons que peut-être qu'il retrouve la protéine, il la cible, mais il ne donne pas l'étiquette du variant lui-même. Voilà, il ne donne pas pas l'étiquette. Là, on est obligé de faire une PCR. Parce qu'il faut Un faire séquençage. un séquençage Voilà. et qui est fait sur, déjà au niveau de l'Institut Pasteur, il n'est pas fait sur tous les prélèvements, il est fait sur un nombre déterminé, Oui, parce que c'est pas possible de faire séquençage pour n'importe oui. Professeur d'ERA. Oui. Il est à cheval Oui. sur ça et il a fait un travail extraordinaire depuis le début de l'épidémie. Oui. Il a très très bien su maîtriser. Mais bon, c'est-à-dire là, ils sont en train de faire le séquençage, et chose qui n'est pas faite partout. Je parle uniquement à ces défauts. D'accord, très bien. Donc, est-ce que vous avez des cas de variant au niveau de votre laboratoire? Non, c'est positif, négatif, vous ne pouvez pas. Je ne peux pouvez pas savoir. on ne peut pas Mais savoir. sinon, pour les tests antigéniques, par exemple, quand ils sont positifs, est-ce que vous les envoyez quand même pour une PCR ou pas? Déjà, là, sur la feuille de résultats, parce que ça reste, moi je dis aux malades que le test antigénique, ça reste un test d'orientation, ce n'est pas un test de diagnostic. On est d'accord. Mais la Covid, c'est la PCR. Il n'y a pas autre chose. Il faut faire la PCR pour confirmer justement. Donc, voilà, donc vous les envoyez pour une éventuelle PCR. Je les envoie pour une éventuelle PCR. Voilà. Moi je leur dis, voilà, si vous voulez, vous faites. Très bien. Et donc pour la PCR, vous êtes conventionné avec quelqu'un ou oui, vous envoyez l'ITA à l'institution? Non. Non, pas l'Institut Pasteur. Non, il n'y a pas de convention entre le laboratoire privé et l'Institut Pasteur. C'est avec un laboratoire de référence et qui est agréé par le ministère de la Santé. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, vous, à votre niveau déjà, pour aider à freiner cette épidémie? À mon niveau ici, au laboratoire, je leur fais peur. Je leur fais très peur. Ah, d'accord, vous avez les malades, les positifs. Oui. Je leur dis, mettez-vous dans la tête. Ah non, moi je leur dis, chaque personne qui attrapera le virus et qui décédera suite à cette atteinte, je leur dis, elle a le contact. Voilà. Et la religion. Je touche la religion et ça marche. Et, parce que c'est vrai. Hein. Donc, ils font attention. Comment? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les conseillez? Moi, je leur dis, ça, ce n'est pas un virus extraterrestre, c'est une virémie. On va prendre le J0, je leur dis, le jour où on a fait c'est-à-dire le test où c'est positif, et puis on compte 10 jours. Il faut faire attention. Vous mettre en quarantaine. Vous mettre en quarantaine. Vous isoler dans une chambre. Vous isoler si vous êtes avec des personnes âgées, tarées, de préférence. Les malades chroniques. Voilà, les malades chroniques. Il ne faut pas vous approcher d'eux. Et puis, même vous mettre sous surveillance, je leur dis, au
moindre petit signe, Oui. soit ils viennent pour la PCR, Oui. c'est-à-dire plutôt sous surveillance. Ça sert à rien de faire un dépistage Et ensuite, vous faites pas familial. le reste du travail. Voilà, je leur dis surveillance, au premier signe, il faut venir. Oui. Il faut les envoyer, Oui. idéalement PCR, idéalement PCR. Oui. Donc, Pour la PCR, Oui. vous pratiquez quel prix, quel tarif? c'est le tarif qui a été fixé par le ministère de la Santé à 1800. D'accord. Ah. Docteur Boutaba, est-ce que vous avez reçu des jeunes pour suspicion de Covid, donc pour faire un test, que ce soit un antigénique ou le PCR? Est-ce que vous avez reçu des jeunes? Quand je vous dis des jeunes, des écoliers, des lycéens? Oui. D'accord. Oui, beaucoup. Oui. D'accord. Et certains sont positifs. Bien sûr. Donc, C'est l'école déjà. Oui, c'est l'école déjà. Dès qu'ils voient qu'il y a des signes, ils envoient l'enfant pour faire un test antigénique. C'est le médecin de santé scolaire déjà. Oui. L'administration déjà qui voilà. envoie et Très qui leur bien. dit d'aller faire le test. Est-ce que vous suggérez, donc, grosso modo, pour améliorer un petit peu la situation des laboratoires d'analyse en général? Allez, vous allez être l'ambassadeur des laboratoires pharmaceutiques algériens. Faire confiance à notre syndicat. D'accord. On a un nouveau syndicat qui s'appelle Salam. C'est un Il a syndicat été créé quand? qui a été créé il y a quelques mois et qui est vraiment, qui a été d'ailleurs reçu par le ministre de l'Industrie pharmaceutique et qui sont en train d'œuvrer justement déjà pour créer le pont entre les laboratoires et le clinicien. Oui. Et puis il est géré par c'est-à-dire des laboratoires, des médecins et des pharmaciens spécialistes qui sont jeunes et qui croient, très compétents et qui voient vraiment, qui croient au changement. Et voilà, il faut leur faire confiance. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est-à-dire, ils sont en train de préparer même des journées où ils vont inviter des cliniciens pour voir, c'est-à-dire, ce qu'on leur propose, ce qu'on fait, comment ça se passe au niveau des laboratoires, parce que le clinicien, il ne sait pas. Des fois, il y a des cliniciens qui viennent, ils sont curieux, ils me disent vous faites l'hémoglobine glyquée par quelle méthode? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Je leur montre, je dis voilà, HPLC, c'est une. Je leur montre l'automate, je leur dis comment il marche, le coulter, je leur dis que je leur montre, c'est-à-dire au niveau d'un laboratoire. La façon de travailler. Exactement, la façon de travailler. Et il y en a qui font des mises à jour. Des cliniciens, ils déroulent des mises à jour, ils chauffent ce qui se passe ailleurs, au gars, qui sont carrés. Ils ne cherchent pas ce qui se passe ailleurs. Ils sont carrés dans les anciennes méthodes. Mais il faut faire. On est obligé de toute façon de travailler ensemble. Si les laboratoires ensemble. Avancer. Les laboratoires avec les cliniciens. On peut plus permettre d'être. C'est pour le bien du malade. C'est pour le bien du malade. Exactement. Vraiment. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Boutaba, et merci d'avoir répondu à toutes les questions de Liag Events. Voilà, j'espère et Inch'Allah, on se reverra dans de meilleures conditions je l'espère. Après la Covid-19. Bien sûr, bien sûr, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci à vous. Merci à vous, Dr. Ossedir. Merci. Au revoir.